Merci à la régie d'abord et donc à la page publicitaire. Retour sur le plateau de champions. Je le rappelle, nous avons comme invité le professeur Abdoulaye Elimane Kane. Professeur, vous avez suivi ce reportage qui a retracé quelques faits saillants, notamment par rapport à l'enseignement, mais également à votre passage au niveau des cabinets ministériels où vous avez eu à servir pendant une dizaine d'années, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur ce parcours ? La partie littéraire, la partie enseignement, est-ce qu'on a fait un bon ramassé? Oui, je ne sais pas si j'en suis arrivé à 7 romans, mais peut-être c'est le 6e qui est en préparation. Et si on y ajoute évidemment le Malal, Malal voilà. qui est un conte pour enfants. Et comme chef de département, il me faut préciser que c'est le professeur Alassane Daou qui a assez longtemps assumé cette fonction. Il est passé doyen, ensuite ça a été le professeur Aloïs Ndiaye, ensuite le professeur Mamoussé Diagne, moi-même, et ensuite Ousseynou Kane. Ce sont des fonctions qu'on confie à des enseignants élus par leur père. Au début, c'était seulement l'assemblée de département composée des enseignants. Par la suite, on y a inclus des représentants d'étudiants. Et donc, on est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable, etc. Il y a une introduction à l'expérience administrative qui n'est pas toujours à la portée des enseignants. Tout à fait. Ils sont essentiellement, fondamentalement des enseignants. Et là, je crois que c'est une expérience qui m'a servi un peu lorsque par la suite, je suis passé dans la haute administration comme directeur cabinet et ensuite comme conseiller du président et comme ministre, où évidemment on apprend davantage au contact de hauts fonctionnaires qui sont là pour précisément parce que c'est leur métier. Alors je dois dire également que après avoir remercié le professeur Aloïs Ndiaye, Cheikh Mokhtar Ba, qui a été mon étudiant, ensuite qui est devenu un collègue, et M. Alassane Baro, qui a été mon directeur cabinet au ministère de la Communication, ensuite au ministère de la Culture. C'est un administrateur civil d'une très grande ouverture d'esprit, très cultivé, curieux de connaître des choses assez éloignées de la fonction stricte d'administrateur civil. Et lorsque j'ai demandé à l'avoir à mes côtés, il était conseiller de ma sœur et collègue Ndioro Ndiaye, qui m'a dit très précisément que j'avais de la chance de l'avoir, que je lui prenais un fonctionnaire de très haut niveau, ce qui s'est confirmé par la suite. Nous sommes restés donc ensemble 7 ans. Et à mes côtés, lui comme d'autres conseillers, collaborateurs qui sont des véritables piliers de ces ministères. Au ministère de la Culture, par exemple, ce sont des conseillers aux affaires culturelles, dont c'est le métier. Ils sont permanents, les ministres passent, et lorsqu'ils sont loyaux, avec la compétence qu'ils ont, nous avons là un exemple de ce qu'il faut comme administration. L'administration est permanente. Ceux qui les animent comme chefs de département et les ministres sont de passage simplement. Et je me réjouis d'avoir eu ces collaborateurs à la fois au ministère de la Communication, au ministère de la Culture, des piliers à propos desquels je ne me posais pas de questions sur leur appartenance politique. Ce qui m'intéressait, c'était leurs compétences et leur loyauté. Et de ce point de vue, je voudrais leur rendre hommage à tous parce qu'effectivement, nous avons passé des moments formidables d'échange avant que le chef du département prenne la décision ultime, d'échange, de concertation, de responsabilisation qu'ils ont à leur tour assumé. Je voudrais donc à tous dire un grand merci pour ce compagnonnage. Suivant ce reportage, je le rappelle encore, vous avez commencé par l'enseignement et beaucoup ne le savent pas, mais vous avez été syndicaliste. Vous avez même eu à mener des négociations. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve en ce moment l'école sénégalaise, on a envie de vous demander comment cela se passait en ce moment, à cette époque, pour que vous aboutissiez à des accords avec le gouvernement, pour que l'enseignement ne soit pas perturbé à ce point, comme ça l'est en ce moment. Tout à fait. J'ai milité d'abord dans les mouvements étudiants, ensuite devenu enseignant, milité essentiellement au Sud-Est, qui était vraiment un grand syndicat unitaire. À l'époque, il n'était pas le seul, mais il regroupait un grand nombre de corps d'enseignement, de sections. Et c'est à partir de
1983 que le Sud-Est a connu quelques remous, parce que c'est toujours des problèmes de leadership au niveau de la direction. C'est à ce moment que des jeunes enseignants de l'université ont estimé qu'il leur fallait un syndicat autonome, un syndicat propre à l'université. Ils avaient mené ce combat au sein du Sud-Est, mais ils estimaient que l'université n'apparaissait pas comme il fallait, point de vue qui n'était pas partagé, bien entendu, par les principaux responsables du Sud-Est. Toujours est-il qu'ils ont initié ce projet qui deviendra le SAES, Syndicat autonome des enseignements supérieurs. Et j'ai été associé, approché par ces jeunes pour faire partie de ceux qui ont conduit cette réflexion jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Je les ai remerciés à l'époque et je les remercie encore une fois de m'avoir désigné à l'époque comme président de cette Assemblée générale constitutive. J'ai ensuite fait partie du bureau. Mais c'est par quoi je voudrais terminer sur ce chapitre, c'est le fait que mes camarades m'ont régulièrement fait confiance en me désignant comme délégué à l'Assemblée de faculté d'abord, qui regroupe tous les enseignants de la faculté, délégués par leur corps et par les étudiants, à l'Assemblée de l'université présidée par le recteur, et où sont représentés également les doyens, les directeurs d'instituts et d'écoles, mais également les étudiants, et où se mènent effectivement des négociations quand les franchises universitaires, par exemple, sont quelque peu secouées, ou bien quand le syndicat a porté des revendications avant de pouvoir se trouver autour de la table avec le gouvernement. J'ai donc fait aussi mon expérience dans ce domaine de délégué. Je dois cela au syndicat. Et ce ne sont pas des missions faciles parce que quelquefois, on se trouve devant des interlocuteurs comme c'était le cas du professeur Souleymane, le professeur Souleymane Niang, à l'époque recteur, qui est un parent à moi et pour qui j'avais beaucoup d'admiration et de respect. Mais je portais la parole du syndicat et quelquefois, je me trouvais dans une situation extrêmement difficile. C'est ça la vie syndicale et c'est ça la logique. Et c'est très difficile, évidemment. Alors aujourd'hui, lorsqu'on fait la comparaison, c'est votre question tout à l'heure, est-ce que la situation d'aujourd'hui, telle que nous la vivons, extrêmement difficile, très conflictuelle, était semblable à ce que nous vivions à l'époque. Est-ce que les gens sont étaient plus responsables à l'époque? Je crois que c'est des années qui peuvent se ressembler ou différer, mais pour le passé, je vous citerai par exemple l'exemple d'une année blanche. Tout de même, et d'une autre année qu'on a appelée, je crois, une année invalide. C'était des périodes très dures. Lorsque, par exemple, les deux partis campent sur leur position. Ensuite, souvent, c'est le gouvernement qui, le couteau sur la gorge, est obligé de céder ou cède, quelquefois en prenant des engagements dont il n'a pas fait l'étude complète et il ne sait pas s'il va pouvoir l'appliquer, mais pour souffler. Et par la suite, la satisfaction de ces revendications se fait un peu au compte-gouttes ou bien en fonction des moyens de l'État. Ce sont des situations qui se répètent. Je pense qu'il y a des comparaisons entre les deux. Le problème de fond qui a été posé ces temps derniers, c'est le fait que le gouvernement se pose la question de savoir s'il ne peut prendre que des engagements qu'il peut respecter. C'est ce qui est souhaitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, les enseignants eux-mêmes ont une image contre laquelle ils doivent lutter. Et je crois que beaucoup s'y engagent d'ailleurs, s'engagent dans cette voie. C'est de passer au niveau de l'opinion comme un type de fonctionnaire préoccupé seulement par des questions salariales. Mais je dois dire, parce que j'ai été jusqu'à ma retraite membre de ce syndicat, que s'il est vrai que les syndicats ont souvent posé des questions salariales, résolues d'ailleurs à coup d'indemnités qu'on leur accorde et qu'ils perdent quand ils vont à la retraite, ils ont aussi souvent posé des questions qui touchent essentiellement à la vie académique, avec des questions pédagogiques, des questions d'environnement,
général pour de bonnes études et de la bonne recherche et de bons enseignements, à la fois pour les enseignants. Il y a donc un peu de tout cela, mais souvent c'est une affaire de rapport de force. Et à un moment donné, il y a un des camps qui cède. C'est ça la réalité. Par la force des choses, tout à fait. Nous allons maintenant passer à votre vie littéraire qui est très féconde. Vous avez 7 romans, j'y inclus le premier d'ailleurs, sur lequel nous allons revenir, Malal, qui vous a été commandé par une maison d'édition française. Est-ce que si cela n'avait pas été le cas, vous vous seriez mise à écrire? Je pense que c'est une bonne question, parce qu'avant d'avoir à écrire Le Prince Malal, jamais l'idée ne m'était venue d'écrire quelque chose en matière de fiction. Enseignant de philosophie, j'étais beaucoup plus préoccupé par la production d'articles pour la carrière. Une des conditions pour passer d'un grade à l'autre, c'est de produire dans des revues spécialisées, dans un domaine qu'on a choisi comme spécialisation. J'étais beaucoup plus soucié de cela, même si j'aimais la littérature, j'aimais la poésie en particulier. Et c'est vrai que ce n'est pas spontanément et de moi-même certainement que c'est revenu l'idée d'écrire cela. Ça a été donc une commande, c'est comme ça qu'il faut le dire, des amis qui travaillent dans une grande maison d'édition 6 à Paris, la maison Bayard, qui comporte plusieurs sections, dont une section littérature pour jeunes, et plus particulièrement encore une collection intitulée J'aime lire, qui est destinée aux enfants de 7 à 12 ans. Lorsque j'ai été invité par mes amis à leur proposer un conte africain, j'étais un peu surpris, désarçonné, mais avec la force d'insistance, ils ont réussi à me faire produire quelque chose. Et j'ai procédé un peu comme ma mère le faisait lorsque nous étions enfants. J'ai entendu beaucoup de contes qu'elle nous disait le soir. Certains s'effacent dans ma mémoire, mais nous avions retenu que lorsqu'elle était à court de contes nouveaux qu'elle ne nous avait pas présentés, elle avait cet art de combiner des morceaux, j'allais dire des lambeaux de contes divers pour en faire un nouveau conte. J'ai procédé comme elle. Et je me rappelle bien qu'une des scènes centrales, c'est du Prince Malal, c'est une conversation entre un vautour et un lion qui reviennent tous les soirs dormir l'un au pied de cet arbre, l'autre à la cime, et qui échangent entre eux de ce qu'ils ont vu, entendu et fait dans la journée. Ils s'appellent voisins d'en haut et l'autre l'appelle voisin d'en bas. Je considère que cette scène centrale appartient à un conte tout à fait différent et que j'ai mis en place avec d'autres éléments de contes divers. Donc là, je rends hommage à ma mère de m'avoir enseigné cela et j'ai finalement donné cette proposition de conte. Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en matière d'écriture dès ce stade-là, à savoir qu'il n'est pas facile d'écrire pour les enfants, puisqu'à 2 reprises, la maison d'édition m'a rappelé, m'a renvoyé ma copie pour ainsi dire, en me disant cette phrase-là est une phrase pour adultes. Voilà, il faudrait la revoir et c'est très difficile. Je n'ai pas fait d'autres choses, d'autres contes pour enfants d'ailleurs, mais je n'ai pas totalement renoncé à ça parce que c'est un genre très intéressant. Maintenant que je suis à la retraite, que j'ai des petits-enfants, ça doit me permettre de pouvoir revenir, tout à fait, revenir à ça. Et je cite pêle-mêle vos œuvres, en plus de La Maison du Figuier, il y a les 5 secrets de mon père, il y a La Femme Parfum, il y a Les Magiciens de Badagor, il y a Marqueret, et la dernière production, c'est La Philosophie sauvage, qui la vie a de longues jambes, qu'on pourrait traduire littéralement par Aduna de Fougoudoutank. Donc, qui retrace un peu votre parcours, plus complète peut-être que cette émission, puisque vous êtes passé par toutes les étapes. En se penchant plutôt sur un commentaire que vous avez eu à faire par rapport à ce livre, vous avez pensé à vos enfants, à votre descendance, et au-delà peut-être même à la jeunesse africaine. Est-ce que vous vous sentiez comme un devoir de laisser cette, je dirais, cette production comme une œuvre pour la jeunesse, pour que cela leur serve de repère et de manière de vivre? C'est très difficile de dire qu'on donne une leçon de vie aux autres. Ça peut paraître présomptueux, un peu prétentieux, mais si je pars
des motivations que j'explique d'ailleurs dans l'avant-propos. Je peux dire que c'est effectivement mes enfants qui m'ont plusieurs fois invité à écrire sur mon expérience dans divers domaines, leur faire connaître d'abord la famille, parce que ils n'ont pas connu leurs grands-parents, ils n'ont pas été au Fouta plus d'une fois pour certains d'entre eux, jamais pour d'autres, alors que notre vie quotidienne est remplie de références et d'évocations de la vie au Fouta, etc. Et également, ils me voient dans la vie politique et ils ne comprennent toujours pas parfois pourquoi j'y suis, pourquoi je ne sors pas, etc. Et tout cela les a incités donc à me demander de leur faire part de mon expérience. C'est comme ça que je voudrais plutôt formuler la question. De mon expérience, comme d'autres ont exprimé la leur, la littérature universelle est quand même remplie d'œuvres de ce genre, qu'on les appelle récits de vie, qu'on les appelle autobiographie, etc. Et ce que j'ai voulu faire, donc, c'est associer cette requête à une idée qui me travaillait déjà, c'était de parler un peu d'une autre expérience, celle de la maladie. Et de dire précisément, après de nombreuses années d'avoir vécu une affection, comment est-ce que j'ai été partagé entre la douleur et dans les moments de rémission, à une sorte d'euphorie, quand on se sent mieux ou qu'on se croit guéri. Et cela m'a poussé donc à utiliser comme thème et fil directeur de tout ce récit ces deux notions, ces deux couples inséparables que sont le plaisir et la douleur, que j'ai appelé le plaisir et l'ennui, et que j'ai essayé de revisiter, de montrer comment on peut en faire l'expérience à toutes ces étapes de la vie et dans les questions auxquelles j'ai été mêlé. D'abord à l'école. L'école, c'est des succès et des échecs. Mais la vie politique, c'est également cela. Mais également les rapports dans tous les milieux où on a été et le cas de la maladie plus particulièrement. En vous entendant parler, en vous écoutant, on sent les philosophes avec les développements. Et on a l'habitude de dire que la philosophie, c'est de la théorie. Mais quand on vous entend expliquer les implications qu'il y a dans les différents domaines de votre vie, on sent un peu ce maillage, cette mayonnaise que vous essayez de faire à travers la philosophie. Et donc, ce n'est pas seulement de la théorie, mais qu'on peut l'appliquer dans la vie. Oui, c'est vrai que lorsqu'on juge la philosophie, quelquefois, c'est pour critiquer les systèmes philosophiques que certains considèrent comme trop abstraits, ou bien qui sont des constructions trop conceptuelles, trop logiques, un peu éloignées de la réalité. Je crois que même dans ces systèmes, il y a toujours une part de souci de parler de l'expérience humaine. Mais c'est vrai que les systèmes philosophiques, comparés à ce que l'individu, le citoyen lambda a l'habitude de savoir, peut poser des problèmes de compréhension. La philosophie sauvage et la vie à de longues jambes, c'est effectivement de coller le plus possible à l'expérience humaine, pas seulement dans le cas de la maladie, mais le cas de l'école, le cas du voyage, les gens qu'on rencontre, etc. Mais toujours pour en revenir à cette chose fondamentale quand même qui est toujours la préoccupation de la philosophie, quel est le sens de l'existence? La philosophie, la question fondamentale qu'elle se pose, c'est le sens de l'existence. Elle peut poser le problème de manière générale, mais il appartient à chaque individu aussi de dire comment est-ce qu'il perçoit et comprend ce sens de l'existence. De ce point de vue, donc, chaque philosophe, on peut dire, a une intuition de ce qu'est cette existence de la vie, une idée du sens qu'il veut donner à la vie, et il peut couler ça dans un système, ou bien dans un roman, ou bien dans un essai, etc. J'ai voulu, de ce point de vue-là, effectivement, en prenant comme sous-titre de cet ouvrage, La vie a de longues jambes, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une expression familière dans nos langues et qui signifie beaucoup de choses, à la fois que la vie est pleine de surprises, à la fois agréable et moins agréable, mais que la vie est aussi dynamique.
qu'il faut toujours compter sur la possibilité avec elle d'aller plus loin, de dépasser un sort ou quelque chose qui peut appartenir comme un déterminisme ou comme un destin complètement clos. On peut donc espérer par ses propres efforts, par la créativité, par le sens des responsabilités, montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, mais à condition de l'encadrer tout de même sur le plan éthique, sur le plan moral, effectivement. Tout à fait. Vous êtes crédité d'être l'un des meilleurs ministres de la Culture que le Sénégal a eu à connaître. Est-ce que le fait que vous soyez un homme de lettres vous a permis de gérer facilement ce département ministériel? Ce jugement me flatte beaucoup. C'est comme les propos très bienveillants que mes collègues de l'université, mais également mes anciens collaborateurs ont tenu sur moi. J'en suis très touché. Ce que je peux dire en ce qui concerne le ministère de la Culture, lorsque, entre 1995 et 2000, le président Abdou Diouf et le premier ministre Habib Thiam d'abord, ensuite le premier ministre Mamadou Lamine Loum m'ont confié ce département. Je venais du ministère de la Communication, qui est un ministère différent, mais j'ai eu fait également une expérience très enrichissante. Je crois qu'il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte pour comprendre les efforts que nous avons déployés au moment où j'y étais. Le premier, c'est d'abord le président Diouf, pour avoir vécu avec le président Senghor, avoir été témoin d'ailleurs des premiers balbutiements de ce qui allait devenir ministère de la Culture, parce qu'avant, c'était logé à la présidence de la République sous forme de secrétariat d'État, mais non sorti, non confié à un département autonome. Ensuite, il a été témoin de toute la politique du président Senghor, qui était d'ailleurs, il faut le dire, l'âge d'or de la politique culturelle, avec des moyens considérables. À l'époque, le président Senghor donnait près de 10%, peut-être davantage, du budget de l'État affecté à la culture. Lorsque moi je suis arrivé, après d'autres ministres qui ont également fait un travail remarquable à ce niveau, le budget était arrivé simplement à 1%, qui est quand même la recommandation de l'UNESCO. Il ne faut pas en faire moins. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que, en plus du président Abdou Diouf et du premier ministre Habib Thiam, qui était très attaché à cette question culturelle, du premier ministre Mamadou Lamine Loum également très ouvert et avoir un regard et un comportement particulièrement sympathique à l'endroit de tout ce qui touche à la culture. Il fallait bénéficier de l'apport et du soutien de ces premiers responsables de l'État pour qu'un ministre puisse sentir les coups des franges et en tout cas avoir l'accompagnement nécessaire. Mais j'ajoute une autre considération, c'est que nous vivions ces années de politiques d'ajustement structurel, qui étaient des politiques de restrictions budgétaires, et ces restrictions budgétaires touchaient particulièrement certains départements ministériels, dont le ministère de la Culture. Maintenir le budget à 1% était déjà un effort, mais le président Diouf et les deux premiers ministres, Mamadou Lamine Loum et Habib Thiam, ont tout de même fait preuve de beaucoup d'imagination et d'initiative pour maintenir la culture la tête hors de l'eau, c'est-à-dire lui permettre malgré tout de jouer son rôle et d'occuper sa place. C'est ainsi que beaucoup d'innovations ont eu lieu au cours de cette période très difficile, période d'innovation. Je ne parlerai pas des grands prix du président de la République, mais également une relance et une nouvelle figure de la Biennale de l'art plastique contemporain, ce qu'on appelle Dakar, qui est donc un des rendez-vous du continent, les plus courus, les plus appréciés également, mais c'est également la recherche sur le plan international de financement qui permettent de mettre en œuvre des programmes structurants. Je prends l'exemple du programme de soutien aux initiatives culturelles, géré par une structure autonome, s'adressant à des entrepreneurs culturels qui ajoutent donc quelque chose à ce que la vie culturelle connaissait tout à l'heure. Et il y a ainsi des programmes avec la France, avec la communauté française de Belgique. Quand j'y ajoute également
ce volet de décentralisation de l'action culturelle par la multiplication des centres culturels régionaux et la formation de ceux qui doivent les gérer. Et là, de ce point de vue, il faut vraiment remercier la communauté française de Belgique qui a fait un apport considérable dans ce domaine-là. Et il faut aussi dire que ce qui était intéressant au cours de cette période, c'est que tout en menant ces programmes dont on veut absolument qu'ils soient des programmes structurants, il y avait déjà une projection sur l'avenir. Si vous prenez par exemple le livre du Premier ministre Mohamed Lamine Loum, qui parle du Sénégal au 1er avril 2001, lorsque le président Abdoulaye Wade a pris le pouvoir et élu président de la République. Il y a deux volets. C'est un volet qui concerne des programmes déjà ficelés, dont le financement est acquis, et des programmes dont il faut prolonger l'étude parce qu'ils avaient été initiés. Et dans le domaine de la culture, il y en a comme ça. Je donnerai pour exemple simplement le fait que les centres polyvalents, centres régionaux polyvalents pour la culture, aient été projetés. En 2000, on devait faire cela pour Tambacounda et Kolda. L'année d'après, pour Ziguinchor et Louga. Ce sont donc des programmes qui projettent dans l'avenir déjà des études. La recherche de financement doit une partie être là. Alors, au cours de cette période, donc, il y a eu des difficultés du point de vue du niveau d'allocation des ressources, mais il y a eu beaucoup d'initiatives et beaucoup d'imagination, justement, pour permettre à la culture de jouer pleinement son rôle. Je suis très heureux d'avoir pu participer aux côtés du président Diouf et des premiers ministres Mohamed Lamine Loum et Habib Thiam dans cette œuvre de relance et de consolidation de la culture. Nous allons maintenant passer à la politique. La politique, vous avez commencé par le RND, je l'ai dit tout à l'heure, avec Cheikh Anta Diop. Et le RND était perçu à l'époque comme un parti révolutionnaire. On se rappelle des échanges épiques entre Senghor et Cheikh Anta d'ailleurs. Et vous, par rapport à votre personnalité, vous êtes quelqu'un de très calme, de très pondéré, alors que les révolutionnaires sont censés être des gens au sang chaud. On se demande un peu qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce parti pour votre première expérience politique? Je dois dire qu'effectivement, avant le RND, j'ai freiné des quatre fers, si j'ai pu dire, pour ne pas adhérer dans des formations politiques, alors que mes amis, c'est avec qui j'étais tous les jours, avec qui je partageais mes lectures et même des convictions idéologiques, étaient déjà dans des partis plus ou moins clandestins quand j'étais étudiant, ensuite devenu enseignant. Alors j'ai certainement adhéré au RND parce que c'est la première fois que pour la mise sur pied d'un parti, on m'associe dès le stade initial. On n'a pas attendu de le monter pour me dire venez adhérer. On m'a dit venez, on va réfléchir ensemble sur les moyens d'adhérer. Donc le professeur Cheikh Anta Diop, à l'époque, je crois, les 7 membres fondateurs du RND. Oui, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, docteur Moustapha Diallo, maître Babacar Niang, Amadou Ongué Ndiaye, Tafsir Mbengue et Massamba Bassel étaient les 7. Donc c'est nous, ce sont nos noms qui figurent sur la demande de récépissé du RND portée au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc également membre du secrétariat politique. C'est donc parce que dès le stade initial, j'ai été associé à la réflexion, sans doute que j'ai franchi le pas. Le RND était à l'époque considéré comme un parti nationaliste, anticolonialiste, anti-impérialiste, etc., comme d'autres formations qui avaient pignon sur rue ou bien qui étaient dans la clandestinité. Et sa ligne principale, c'était vraiment de lutter contre le néocolonialisme. C'était ça véritablement. Alors, en matière de tempérament, effectivement, je ne crois pas que je sois un foudre de guerre en matière de lutte politique ou syndicale. Mais Cheikh Anta Diop était aussi un homme pondéré, courtois, très calme, même si les convictions sont également très fortes. Bon, d'autres étaient beaucoup plus bouillants, comme Dr Moustapha Diallo. Babacar Niang avait aussi des convictions très fortes, mais était beaucoup plus calme. Et du point de vue donc du tempérament, c'est un facteur qui peut être lu différemment. Mais je crois que ce qui nous a mis ensemble, c'était d'abord la recherche d'une forme de militantisme et d'organisation qui sortent un peu de l'ordinaire. C'était d'abord un rassemblement.
Et on nous l'a reproché par la suite d'ailleurs, les formations politiques de gauche ou qui étaient dans l'opposition estimaient que c'est une formule un peu floue dont on ne voit pas très exactement quelles sont. Alors que la ligne quand même était nettement indiquée. Mais le rassemblement c'était un appel donc à tous les patriotes qui pouvaient venir. Et quelquefois même Cheikh Anta Diop disait vous pouvez même rester dans votre formation politique ailleurs et venir adhérer au RND parce que nous vivons une étape où il faut secouer ce pouvoir qui est en place et on ne peut le faire que si on est dans un grand rassemblement. Et c'était ça l'ambition, véritablement, l'originalité de... Ça a été une période euphorique aussi au début, ce rassemblement avec son journal qui se vendait à la criée. C'était des tirages à la Renéou, 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, 3000 exemplaires, sans invendus, et qui posait évidemment des problèmes, soulevait des problèmes sérieux en matière politique, en matière de gestion, en matière linguistique, etc. C'est un parti qui, à un moment donné, effectivement, a, sur la scène politique, joué un rôle non négligeable. Et je crois qu'il faut reconnaître cela. Qu'est-ce qui a amené la cassure? Parce que vous êtes parti du vivant même de Cheikh Anta Diop, vous êtes allé au PLP de Maître Babacar Niang avant de venir au PS. Mais pour votre sortie au niveau du RND, qu'est-ce qui l'a motivé? C'est vrai que la cassure est intervenue lors de la fameuse conférence de presse, conférence publique tenue par Cheikh Anta. C'est un énorme et regrettable malentendu parce que cette conférence de presse qui s'est faite juste après l'avènement du président Diouf aurait dû être le point de départ, et évidemment un regain de vitalité du RND parce qu'on allait être reconnu alors que pendant 6 ou 7 ans on luttait pour cette reconnaissance. Et une interprétation, des interprétations divergentes de la manière dont Cheikh Anta avait conduit cette conférence de presse. Il a fait cette conférence de presse sur un thème qu'il maîtrise très bien, c'est le dessalement de l'eau de mer, qui est effectivement quelque chose de très important. Comment alimenter nos pays pauvres, désertiques, sahéliens en eau. Et il avait là une perspective, une réponse qu'il a présentée d'ailleurs de manière merveilleuse. Mais il venait de rentrer d'une audience avec le président Diouf, qui lui a donc annoncé son programme et la décision de reconnaître tous les partis politiques. Cheikh Anta est un homme courtois, un homme d'honneur, et je pense qu'il n'a pas voulu, au cours de cette conférence de presse, évoquer des questions politiques. Tous ceux qui, au moment de l'évaluation de cette conférence de presse, ont dit qu'il fallait malgré tout, tout en reconnaissant la nécessité d'observer une période probatoire pour le président qui venait de s'installer, qu'on aurait tout de même dû parler de la vie politique, de la vie du parti, etc., ce que le public semblait attendre. Ceci est une observation qui s'est faite entre 4 murs et qui ne portait aucune intention bienveillante, parce qu'on ne peut pas en avoir à l'endroit de quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qui était encore une fois un homme courtois, affable, à l'écoute de tout le monde. C'était juste pour contribuer justement à la réflexion et améliorer. Malheureusement, ceux qui avaient apprécié positivement cette conférence de presse, et ils en avaient le droit, il consistait à dire que Cheikh Anta a toujours montré que son activité scientifique, il ne peut pas la séparer de l'activité politique. La science est au service du politique. Ils avaient raison et ils avaient le droit parfaitement de le dire. Et chaque point de vue exprimé, nous aurions dû en rester là et avancer. Mais tous ceux qui avaient formulé une observation contraire à celle-là ont été regardés de plus en plus par un groupe comme des gens ayant commis un acte de lèse-majesté. Un acte de lèse-majesté. Ça aurait pu également être contourné, géré, mais la persistance de ce clivage
a conduit à une situation embarrassante dans laquelle je ne me sentais plus à l'aise et donc j'ai suspendu mes activités au RND pendant longtemps. De manière très succincte, vous êtes parti au PLP après de Maître Babacar Niang, et le PLP qui est une excroissance qu'on peut considérer comme une excroissance du RND, et ensuite vous êtes venu au PS, au Parti Socialiste. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui vous a fait quitter le PLP où vous n'avez pas duré pour ensuite venir au Parti Socialiste où vous faites partie aujourd'hui des sages? Le PLP, je crois que j'ai dû y rester 2 ans. Et mes camarades m'avaient fait confiance en me désignant d'ailleurs comme adjoint de Maître Babacar Niang. Le numéro 2. Je n'avais rien à lui reprocher sur le plan personnel, mais je considérais simplement que le PLP avait d'ailleurs à peu près le même programme que le RND, ce qui n'est pas étonnant, parce que la divergence ne portait pas sur le programme du RND, mais sur un incident de parcours regrettable, etc. Mais j'avais noté aussi que on n'avançait pas. Vous avez décidé d'adhérer au Parti Socialiste, où vous êtes toujours d'ailleurs, et vous faites partie des sages. Vous avez dirigé le GER. Vous avez été le coordonnateur du GER au niveau du Parti Socialiste. Et aujourd'hui, vous faites partie des sages. Et à quand le prochain livre? Je prends un peu de pause, un peu de repos. J'ai déjà un roman qui est terminé au niveau de l'Harmattan. Je crois qu'ils ne vont pas tarder à l'envoyer à l'impression. C'est un roman cette fois-ci, ce n'est pas un récit de vie. Et lorsqu'il sortira, je verrai. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, monsieur le ministre, vraiment pour votre disponibilité. Merci de m'avoir invité à Champion. Et je suis très honoré et flatté d'être invité à une émission qui s'appelle Champion. Tout l'honneur est pour nous et votre parcours vous le permet. Merci également à tous ceux qui ont participé pour le bon déroulement de cette émission. Vos collègues qui ont donc fait des témoignages, le docteur Pierre Raymond Ndiaye, ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Également Thierno Alassane Barrow, qui a été votre collaborateur dans les différents départements ministériels que vous avez eu à occuper, ainsi que votre étudiant et collègue Cheikh Mokhtarba, donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar du département de philosophie. Et merci également à toute l'équipe technique qui a eu à manager cette émission avec Anta, le doyen Baradjo Khane, mais également à tous les techniciens ainsi que l'équipe des FC Média. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau champion sur la Sen TV. Au revoir à tous. Merci.